Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, un backtest, les news et je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas, 0,61% de progression. Finalement, les haussiers se sont imposés, les baissiers se sont pris une volée de bois vert avec les statistiques qui se sont avérées bien meilleures qu'escomptées. On retrouve des chiffres d'activité meilleurs qu'attendus, un indice de confiance également bien meilleur qu'anticipé en Allemagne. Et on le sentait venir avec ces bougies haussières qui refusaient d'aller chercher le support journalier. Et la sanction pour les baissiers est bien là, on progresse et pas de la plus vilaine des façons puisque non seulement on rebondit, on l'a dit, mais on valide également le throwback sur le haut du canal noir. On en a parlé, je le redis une dernière fois, on avait cassé ce canal noir. Ce canal noir, une fois cassé, eh bien, appelé à saisir un éventuel throwback pour entrer. C'est ce qui s'est passé ici. 3 séances pendant lesquelles les haussiers ont fomenté leur plan et les cours maintenant repartent vers le haut. Alors, je vous rappelle toujours que si on devait avoir une validation de ce scénario, quand on casse un canal, comme ça, l'objectif est de prendre la hauteur, de le reporter par-delà le point de cassure, et ça donne un objectif qui est d'aller chercher finalement une demi-droite tracée de cette manière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont généralement utilisées. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la préparation des trades du jour. Et on a également la possibilité de voir dans ce qui se passe un simple pullback par contre sur la cassure du canal vert. Vous voyez, on était dans un canal vert ici. Je vous rappelle que lorsqu'il a été cassé, comme ça a été le cas le 24 mars, eh bien, on était capable de déterminer un objectif. Là aussi, toujours selon la même règle. On prend la hauteur du canal. On prend cette distance, on reporte en dessous du point de cassure et ça nous donne un objectif théorique qui est d'aller chercher la demi-droite en dessous. Alors c'est intéressant parce que ce qui se passe actuellement pourrait s'apparenter dans le cadre d'un scénario baissier à un simple pullback sur le haut du canal noir, comme il y a eu un throwback sur le haut un pullback sur le haut du canal, le bas du canal vert, pardon, comme il y a eu un throwback sur le haut du canal noir. Donc c'est très intéressant. De toute façon, au bout du bout, on ne sait pas ce qui va se passer. À partir du moment où vous faites du trading, vous devez partir du principe qu'il est difficile de viser un taux de réussite de plus de 50%. Donc à partir du moment où vous acceptez ces règles-là, si vous avez des objectifs qui sont plus ambitieux que les pertes potentielles, mathématiquement vous vous enrichissez. On n'est pas des voyants, on utilise ce qui est à notre disposition. Et vous remarquerez tout de suite également qu'on a ouvert un gap ici à 5953, 5963. Il faut regarder les volumes quand on crée un gap. Et là, vous voyez, les gaps ne sont pas, les volumes ne sont pas forcément très importants. Ils sont du même tonneau que les précédents. Donc ce gap-là aurait a priori les caractéristiques d'un gap commun, c'est-à-dire un gap qui serait comblé bientôt. Donc faites attention. Maintenant, peut-être que c'est pas du tout un gap commun, peut-être que c'est un gap un gap de rupture, c'est-à-dire rupture de la tendance qui était baissière à court terme avec une impulsion haussière. Bon, on ne sait pas encore une fois, mais là aussi ça se traite, tout ça je vous en dirai plus tout à l'heure. Regardez maintenant les éléments de chandelier japonais. Alors ce qui est intéressant avec les chandeliers japonais, c'est que là par contre on n'a pas du tout le même signal que quand on regarde les bougies Akinashi et les chandeliers japonais. Ce que nous disent les chandeliers japonais, c'est que c'est pas mal, disons que c'est pas mal, oui, puisque vous avez quand même une bougie qui est verte, vous avez une bougie qui termine plutôt dans la partie haute, donc c'est relativement sympathique. Par contre quand on regarde les chandeliers japonais, enfin les bougies Akinashi, vous voyez que vous avez une véritable bougie haussière, là, pas de mèche basse. Bon, la mèche haute est un peu longue, le corps on aurait aimé plus long par rapport à l'entièreté de la bougie, mais c'est une bougie qui est haussière, qui milite pour une continuation de la hausse. Mais l'impulsion n'est pas suffisamment forte pour invalider la séquence de blocs rouges que l'on a sur le 3 line break. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les tutoriels sur les 3 line break et les Aikinashi
sur le site de la Trado Academy par exemple. Je reviens à mes chandeliers japonais. Et comme vous pouvez le voir, les éléments techniques sont également plutôt encourageants. On a tout d'abord la moyenne mobile à 20 périodes qui est ascendante. Les cours sont au-dessus. On voit qu'on a préservé la M20, donc c'est la tendance générale est haussière. La tendance de court terme donnée par la M7, par contre, elle se neutralise. Maintenant, elle est neutre puisque la M7 est toujours descendante, mais on est au-dessus. Donc tendance de court terme neutre. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière, puisqu'elle est ascendante, on est au-dessus. La moyenne mobile à 200 étant ascendante, on voit bien qu'on est en tendance de long terme qui est haussière. Par contre, regardez les bandes de Bollinger, c'est intéressant à noter, puisqu'elles convergent maintenant. Donc théoriquement et statistiquement surtout, on est en fin de tendance haussière. Il n'y a plus de tendance haussière. Cassé tendance haussière, plus. Donc ça veut dire qu'on est simplement maintenant en tendance neutre, voire en début de tendance baissière. Mais c'est plus une tendance haussière. Donc il y a un petit peu de cacophonie, comme d'habitude. Il faut savoir faire la synthèse des choses. On surveillera de très près l'éventuel non-croisement aussi M7, M20, c'est-à-dire si la M7 repart vers le nord sans avoir croisé la M20, eh bien c'est un signal qui est haussier qui nous amènerait encore une fois à envisager un retour sur la résistance journalière des 6069, 6089. Et j'aimerais vous parler maintenant d'un signal, un des rares signaux, le seul signal qui se soit déclenché vendredi, et c'est un signal baissier puisque le momentum vient de repasser en dessous de 0. Alors ça m'amène à backtester avec vous quelque chose que j'aime beaucoup en fait, qui est... il y a peu de gens qui aiment le momentum. Moi, je le garde toujours. Et une des raisons pour lesquelles je garde le momentum, c'est parce que justement, c'est une des explications à un des setups que j'affectionne, qui est le suivant. Attention, backtest du jour. On va backtester la chose suivante. Que se passe-t-il lorsque le momentum bascule en territoire négatif, comme c'est le cas vendredi, dans un contexte où le MACD est en dessous de son signal. Donc clairement, regardez. On va regarder quand le momentum devient inférieur à 0 et que vous avez la barre de l'histogramme qui est rouge. Autrement dit, mon pari est le suivant. Lorsque cela se produit, il y a plus de chances pour qu'il y ait une nouvelle clôture plus bas que la bougie qui a déclenché le système, davantage qu'il y ait une bougie qui clôture au-dessus de la bougie. Donc clairement, vous prenez la bougie de signal. Moi, je fais le pari que l'on clôturera en dessous avant que de clôturer au-dessus. Ok? Donc ça, c'est le backtest. Et c'est parti pour les premières occurrences. Voilà la première occurrence. Et ça commence par 2 succès. Regardez, le momentum, il a basculé négatif ici, sur cette bougie, dans un contexte où le MACD était sous son signal. J'aime beaucoup ce setup. Est-ce qu'on a d'abord clôturé au-dessus de la bougie ou clôturé en dessous de la bougie? Ok, on a clôturé bien en dessous, on est même allé beaucoup plus bas, donc c'est un succès. Alors après, parfois ça sera, encore une fois, parfois le niveau de clôture sera haut par rapport au plus bas de la bougie, parfois il sera bas par rapport au haut de la bougie, parce que là dans cet exemple-là, la clôture était plutôt en haut de la bougie, là j'ai pas distingué, c'est donc un succès. Deuxième tentative, deuxième occurrence ici, pareil, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais croyez-moi, le momentum était négatif sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord clôturé en dessous de cette bougie ou d'abord clôturé au-dessus de cette bougie? Vous voyez, ça a tergiversé, mais on a bien clôturé, bien en dessous en fait. Ok, donc c'est le deuxième succès, encore un succès, j'essaie de vous trouver encore un succès. Succès, voilà. Là, on a eu quasiment 3 échecs d'affilée. On va développer. Le signal a été donné sur cette bougie. Ok. Attends d'abord clôturer au-dessus de la bougie ou en dessous de la bougie par la suite, au-dessus. Ok, donc c'est un échec. Pareil pour ce signal-ci. Alors, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais c'est un échec quand même. On a clôturé in extremis au-dessus avant d'aller plus bas, mais la règle du jeu, c'était qu'est-ce qu'on a atteint d'abord? On a d'abord atteint la clôture au-dessus de la bougie, donc c'est un échec. Un succès. Un échec, un succès,
un succès, un autre succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième succès, puis un échec, un succès, un échec, un succès, et ça y est, on est à 30 occurrences. Et donc sur 30 occurrences, on a eu 22 succès de la stratégie et 8 échecs, autrement dit, le taux de réussite de 73%. Est-ce que on pourrait dire, est-ce qu'on aurait pu dire, est-ce qu'on peut dire que vous auriez dû spéculer à la baisse, hein, puisqu'on a un signal baissier vendredi soir ici, hein, ou alors spéculer à la baisse dès lundi matin en pariant que l'on clôturera en dessous de plus bas de la bougie avant de clôturer au-dessus de la bougie? Non, on ne peut pas parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte. Mais ce qui est certain, c'est que si ce backtest était valable, et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur 30 occurrences seulement, eh bien vous devez savoir qu'il est plus probable, malgré la configuration très engageante à laquelle on assiste, que l'on clôture en dessous des 5988 plutôt qu'au-dessus des 6004. En tout cas, ça veut dire par exemple que si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, vous pouvez encore théoriquement. Et si vous êtes déjà en position de spéculation à la baisse, ben, il n'y a pas a priori d'urgence à solder les positions. Par contre, si vous voulez acheter, ben, vous pouvez attendre un petit peu. Si on met tout, si on connecte tous les points, quoi. Et ça nous amène donc pour terminer au l'Ichimoku. Alors, que nous dit l'Ichimoku? L'Ichimoku nous dit que ça reste pas mal, puisque non seulement, vous voyez, comme les traders Ichimoku ont eu la bonne idée, s'ils adhèrent à cette idée que lorsqu'on vient sur la Kijun en tendance haussière, c'est un bon point d'entrée, ben voilà, on a bien rebondi dessus, donc ça c'est pas mal. On arrive également à se hisser au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan est descendante, donc la tendance de court terme est plutôt neutre, la tendance générale est haussière et la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous avez, il y a plein de choses possibles et c'est vraiment très excitant. Parce que non seulement il y a plein de choses possibles, mais en plus il y a des ratios gain-risque qui sont intéressants. En imaginant que vous pariez sur le fait que ça va monter, vous êtes acheteur. Alors, il faut faire attention parce que là, vous voyez la résistance journalière, le premier problème, il apparaît à 1,36. Donc, il faut mettre un stop loss qui ne soit pas plus petit que 1,36. Vous n'avez pas le luxe de le mettre en dessous du support journalier, mais vous avez éventuellement le luxe de le mettre sous le gap en faisant le pari qu'il s'agira d'un gap de rupture qui ne sera pas bouché tout de suite. Donc si vous mettez un stop à moins 1%, vous êtes protégé par le gap, vous êtes protégé par le canal noir. Bon, pourquoi pas. Maintenant, vous pouvez également viser l'objectif de la cassure du canal noir. Je vous rappelle que selon la théorie, vous avez un objectif qui est d'aller chercher un contact avec cette demi-droite. Voilà, vous avez donc un objectif qui est d'aller chercher à minima les 5-6%, 6%. Si vous mettez un stop en dessous de tous les supports journaliers pour aller chercher ça, vous avez votre ratio gain-risque qui est super. Alors attention, ça me permet de faire une petite digression. Souvent on me dit, mais Trado, comment tu fais quand tu regardes si tu calcules ton profit factor, tu mets sur le même plan des progressions de 2% et des baisses de 5%, des hausses de 8%, etc. Non, c'est parce qu'en fait, je ne tiens pas compte des progressions en pourcentage. Si je fais ça, c'est parce qu'en fait, que ce soit une progression de 3%, de 5%, de 10%, ou une baisse de 8% ou de 1%, c'est toujours 0,5% de mon capital que je risque. Donc, je ne perds pas plus lorsque j'ai pris un stop loss à 8% que lorsque j'ai pris un stop loss à 1% parce que de toute manière, ça correspondra à un pourcentage fixe de mon capital. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ce calcul. Ok, merci à Dominique qui se reconnaîtra pour m'avoir posé la question. Et c'est pas le seul. Souvent, ça déstabilise. Je le dis régulièrement cette façon de faire, mais c'est vrai que pour les nouveaux, s'ils n'ont pas vu la vidéo, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier, vous pouvez tout à fait envisager de spéculer à la baisse. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, comme on l'a dit, l'idée du canal vert qui a été cassé et qui devrait normalement permettre de continuer pour aller chercher. Donc, je reprends la hauteur, je cale ça en dessous du point de cassure. Ça fait un objectif qui est d'aller chercher un contact avec ce canal vert. Ouais, donc, vous avez un objectif
on va dire que ça va, on va pas le toucher tout de suite, on va toucher par exemple ici à 2%. Si vous mettez un stop, allez à 2,3%, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Ok. Alors, c'est un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de supports à casser. J'aime pas beaucoup ça, mais je préférais qu'on soit plus haut, hein, pour spéculer avec. Quant à moi, vous le savez, hein, j'ai deux solutions. Mais soit j'achèterai quand on aura touché le support journalier, soit je spéculerai à la baisse lorsqu'on sera dans cette zone-là. Mais pour l'instant, j'interviens pas. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous invite à considérer les vidéos suivantes, l'analyse de l'or. Peut-être qu'on a toucher les plus bas et qu'on ira plus bas et que peut-être qu'on est parti pour une impulsion majeure de l'or. J'invite à regarder l'analyse technique de l'or qui est très importante, surtout si, voilà, c'est toujours pareil, si vous vouliez acheter de l'or il y a un an et que vous disiez ouais mais ça a trop monté, bah, c'est justement quand ça a baissé de 20% qu'éventuellement vous devez vous y intéresser. Vous trouverez également l'analyse technique de moyen terme, parce que c'est pas la queue qui remue le chien, hein. Les analyses techniques de court terme, normalement, vont dans le sens des unités de temps supérieures. Et lundi, vous retrouverez la préparation de la semaine de trading sur le CAC, sur les autres indices, sur le crypto, sur l'euro-dollar. Tout ça, ça sera en ligne lundi matin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.